Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau débriefing de François. Nous sommes aujourd'hui avec Roland Gory qui nous accueille dans son cabinet de psychanalyste. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour professeur. Vous êtes donc psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie et auteur de nombreux livres, dont le dernier « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ? L'étrange défaite de nos croyances » aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, la particularité de ce livre, c'est que vous étiez en train de le terminer au moment où le Covid est arrivé, qui a été un effondrement majeur de nos sociétés modernes, post-modernes, en particulier occidentales. On reviendra ensuite sur le Covid, pardon, mais en quoi est-ce une étrange défaite et pourquoi avoir choisi ce sous-titre qui fait écho au livre de Marc Bloch, dans lequel il diagnostiquait la défaite morale, militaire, civilisationnelle presque de la France en 1940. Alors, l'étrange défaite de nos croyances, et la question de la croyance est bien évidemment essentielle dans cette affaire, c'est, comme vous le savez, évidemment, l'écriture de l'historien Marc Bloch, qui avait été officier durant la Deuxième Guerre mondiale et qui, entre juin et septembre, témoigne d'abord de ce qu'il a vu, à savoir que c'est moins l'armée allemande qui a gagné la guerre contre l'armée française que l'armée française qui se trouvait dans une espèce de déracinement spirituel et matériel tel que elle pouvait relativement facilement être battue. Comme vous le savez, tout était fondé sur la ligne Maginot, c'est-à-dire qu'on était persuadé que les Allemands allaient venir de l'Est. On avait une guerre de retard, quoi. C'était celle de 14-18, et n'est-ce pas, en 39, on pensait qu'ils allaient se produire du côté de l'Est. Ils sont passés par le Nord tout bêtement. Bon, de la même manière, dans les choix, on va pas entrer dans le détail, mais dans les choix de matériel de l'armée, si vous voulez, là encore, on ne comptait pas, sauf De Gaulle qui avait eu l'intelligence de penser que l'aviation allait jouer un rôle majeur. Bref, en gros, pour aller très très vite, si vous prenez l'analyse de Marc Bloch, il montre que la défaite est moins imputable à la supériorité de l'armée allemande qu'à l'état dans lequel se trouvaient les services militaires français, de par la paperasserie, de par la mise en concurrence et en rivalité des différents services, de par la perte de crédit de l'autorité militaire, la perte de confiance justement dans les supérieurs, et la perte de confiance en la nation. Donc, c'est à la fois le témoignage d'un historien, d'un officier, d'un citoyen. Ça me paraît très important. Et il m'a semblé que les différentes crises que nous traversions aujourd'hui, qu'il s'agisse des crises bien sûr sanitaires, des crises épidémiques, des crises sociales, des crises politiques, des crises économiques, elles étaient tout à fait comparables. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, comme vous le savez, on assiste aujourd'hui à l'émergence de différents discours collapsologiques, c'est-à-dire de l'effondrement de la nature, de l'effondrement de la société, du lien social, de l'effondrement, je dirais, du moral des gens. On parle beaucoup souvent de la santé mentale, etc. Et on ne voit pas. Bien sûr, tous les signaux sont au rouge. C'est-à-dire, je ne dis pas que les alertes de ces différents penseurs, de ces différents discours sont sans fondement. Au contraire, je reconnais d'entrée de jeu dans l'ouvrage que tous les signaux sont au rouge, qu'il y a une extinction de différentes espèces, qu'il y a une surexploitation du vivant, de la nature, mais de l'homme. La crise écologique n'est finalement que la part émergée d'une crise anthropologique beaucoup plus grande. C'est comment voulez-vous, en gros, que nous traitions mieux la nature que nous ne traitons nos semblables et nous-mêmes. Tous ces discours, c'est tout à fait juste sur la pollution, sur la crise climatique, etc. C'est tout à fait pertinent. Mais ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que ces effondrements, c'est un peu là le rapport avec Marc Bloch, ces effondrements que nous risquons, ils ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nous assistons matériellement à l'effondrement qui a déjà eu lieu dans nos capacités de penser le monde, de nous penser nous-mêmes, de penser les autres. C'est cela qui est important. Alors, bien sûr,
par rapport à Marc Bloch. Ce qui est étonnant quand vous lisez justement L'étrange défaite de Marc Bloch, c'est l'actualité de ce qu'il écrit, vous voyez, par rapport, si vous voulez, à notre manière de nous être trouvés désarmés, démunis, face justement à l'épidémie, sur laquelle je suppose nous allons revenir. Mais quand il dit que c'est la carence intellectuelle qui finalement est à l'origine de la défaite militaire française, ben, je dirais c'est pareil, c'est-à-dire que nos différentes crises aujourd'hui ne sont que les symptômes d'un effondrement de nos catégories de pensée et de juger. Pourquoi? Ben, parce que nous sommes toujours, si vous voulez, éclairés par les astres morts des principes de la fin du 19e siècle, du début du 20e, c'est-à-dire nous croyons toujours dans un progrès inéluctable, nous croyons toujours dans une évolution naturelle des sociétés humaines, nous croyons toujours que la concurrence et la compétition sont les valeurs cardinales qui permettent justement d'avancer, et qu'en gros, en pariant sur la science, la technique et l'industrie, on va vers le bonheur pour tous. C'est totalement faux. Je pense que, comme le dit aussi la philosophe Simone Weil, la France est tombée en 1940 comme un arbre déraciné, il suffisait d'un coup de vent pour qu'il soit par terre. Ben, c'est ce qui s'est passé, mais au niveau de la planète, aussi avec l'épidémie, c'est-à-dire que le déracinement spirituel, le déracinement dans les valeurs majeures de l'humanité ont fait que l'épidémie a révélé que nous étions déjà par terre. Je dois vous dire aussi quand même que, bien sûr, quand j'ai écrit cet ouvrage, je l'ai aussi écrit un peu dans le sillon des réflexions théoriques que je pouvais avoir en tant que psychanalyste, en tant que praticien. C'est-à-dire que l'on sait, par exemple, que souvent, les patients qui ont une peur de l'effondrement, ils ont peur de mourir, ils ont peur d'avoir une catastrophe, un drame, ils ont peur de tomber malade ou de perdre leur emploi, etc. Souvent, cette peur est en quelque sorte, sans qu'ils le reconnaissent, si vous voulez, la préscience, la prise de conscience involontaire d'un effondrement qui a déjà eu lieu. Je m'explique, pour aller vite. Ils ont vécu quelque chose d'absolument terrible dans l'enfance, une tragédie sur l'autoroute avec des morts, etc., un attentat ou une guerre civile, etc. Ils ont vécu quelque chose de terrible, ils ont vu tomber leur père du toit de la maison. Ils savent, d'une certaine manière, qu'est-ce qui a pu les atteindre, qu'est-ce qui a pu les blesser, qu'est-ce qui a pu les traumatiser. Le trauma, c'est la blessure. Donc, en quoi ils ont été blessés? Ils savent que c'est ça. Mais ils n'ont pas été, à ce moment-là, de par, si vous voulez, l'état psychique dans lequel ils étaient, ils n'ont pas été à même de métaboliser, d'intégrer cette expérience. Et c'est un peu comme si, justement, ce traumatisme était resté un kyste dans leur psychisme, un corps mort dans leur psychisme qui n'arrivait pas à métaboliser et à intégrer. Et donc souvent, la peur que quelque chose advienne dans l'avenir est le symptôme, la trace de mnésique, la trace de mémoire d'un malheur qui a déjà eu lieu, d'une catastrophe qui a déjà eu lieu, mais dont on n'a pas pris toute la portée, toute la mesure. Et je crois que, si je peux le parallèle, c'est ce qui a pu se produire, c'est ce qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire la peur, pour aller vite, de la fin du monde. Vous voyez, eh bien, cette peur de la fin du monde, je dirais, elle a déjà eu lieu. C'est-à-dire que nous sommes en train de poursuivre, vous savez, comme le petit personnage qui court au bord de la falaise, puis qui continue à avancer dans le vide sans prendre conscience qu'il a déjà quitté le sol. Nous avons déjà quitté le sol qui nous permettrait de penser, de nous représenter le monde. C'est cela, à mon avis, qui est majeur. Pour prendre la question de l'épidémie, parce que je pense qu'elle va être centrale dans notre rencontre, il va de soi que les traumatismes qui peuvent avoir lieu, les traumatismes, l'épidémie ou les tsunamis ou les traumatismes climatiques, ces traumatismes, ils sont toujours, je dirais, à 50% imputables au choc de l'environnement et à 50% à l'état de la société qui les reçoit.
C'est comme ça, par exemple, que les Vikings sont obligés de quitter le Groenland, alors que les Inuits, au XVe siècle, peuvent y survivre. C'est comme ça que certains peuples s'effondrent. Par exemple, on y reviendra peut-être, mais le déclin de l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, c'est pas l'invasion par les barbares. Oui. C'est l'état glaciaire, c'est-à-dire c'est un problème climatique, et c'est surtout la flambée des épidémies, la peste antonine, la peste justinienne, etc. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est l'état où on aurait pu prendre les Incas aussi, c'est-à-dire c'est l'état à un moment donné d'une société qui est confrontée à un choc de l'environnement qui détermine les conséquences. C'est pas seulement le choc. Et ça, par exemple, du point de vue de la psychopathologie, nous le savons. Ce que nous appelons les névroses traumatiques ou le stress post-traumatique, c'est souvent non pas l'intensité des blessures physiques liées à un accident de la route ou liées à un choc pendant une guerre ou un choc, si vous voulez, sur le travail, etc., sur le lieu de travail. C'est pas ça. C'est souvent l'état de préparation de celui qui va recevoir ce choc de pouvoir l'absorber. Et il faut dire que par rapport à l'épidémie, le drame majeur, c'est cela. C'est-à-dire que nous étions sidérés, désarmés, parce que nous ne nous étions pas préparés à accueillir et à traiter le choc de l'environnement que constituait l'émergence du virus. Mais là encore, on va en reparler, l'émergence du virus et les conséquences des épidémies, des infections mondiales, nous savions depuis longtemps. Depuis presque 20 ans, l'OMS en 2003 dresse le portrait tueur de l'humanité. C'est un virus peu létal et très contagieux. C'est-à-dire, il tue pas beaucoup de personnes, mais il est très contagieux. Pourquoi? Parce que si le virus était très létal, à ce moment-là, il tue le matériel qui lui permet de se reproduire, il disparaît. Il a besoin, comme un incendie, il a besoin du matériel humain pour se reproduire. Bon. Et il faut qu'il soit contagieux pour pouvoir justement flamber. On le sait depuis 2003 au niveau de l'OMS. 1996-1997, n'est-ce pas? Bill Clinton, à la lecture d'un roman de science-fiction qui s'appelle l'affaire Cobra, dit justement que le danger, ce n'est pas le nucléaire, le danger, c'est maintenant le bioterrorisme et le retour des maladies infectieuses. C'est-à-dire, tout ça, vous voyez, c'est la troisième épidémie de bêta-coronavirus en 10 ans. On sait bien qu'il y a eu la grippe H1N1, etc. On va reprendre l'ensemble, si vous voulez, des épidémies, mais il faut bien voir, c'est le point essentiel, que nous ne nous sommes pas préparés, justement, à ces épidémies dont nous ne l'avons pas cru. Vous voyez la différence entre la peur de la fin du monde des anciens, c'est que eux, ils y croyaient, mais ils ne le savaient pas. Ils n'avaient pas les moyens scientifiques de déterminer les facteurs de probabilité des catastrophes. Nous les avons. Nous le savons, nous les avons établis. Et pourtant, nous n'y croyons pas et nous continuons à vivre comme avant. Et c'est ça le problème. Et effectivement, pour aller très vite, on peut dire que cette épidémie de coronavirus, de Covid, elle a mis en évidence que la mondialisation a accru les risques d'une transformation de ce qu'on appelle le biotope, c'est-à-dire l'environnement, et qui a rendu la plupart des microbes, il n'y a pas que les virus d'ailleurs, tout à fait nocifs, sans par ailleurs se doter des moyens sanitaires et sociaux de protection contre les maladies que nous participions à fabriquer. Donc, la Covid, c'est d'une certaine manière une maladie de l'Anthropocène, c'est une maladie fabriquée par l'homme à l'époque moderne. Et alors, concernant la peur, vous dites qu'elle est inscrite parfois par un traumatisme antérieur dans la psyché de chaque personne. Est-ce qu'on peut transposer ça à un inconscient collectif? Est-ce que l'inconscient collectif est une somme d'inconscients individuels? Parce que les épidémies sont marquées très profondément dans l'inconscient collectif par l'histoire, en particulier ici à Marseille, mais comme beaucoup d'autres endroits dans le monde. Comment jugez-vous l'utilisation qui a été faite de la peur, qui est peut-être légitime pour prévenir le danger, et peut-être parfois instrumentalisée par le politique qui finalement y a trouvé un moyen
de coercition, où il a puisé une autorité qu'il n'avait plus. Vous avez aussi travaillé sur ce sujet-là. Quel est votre regard sur la peur appliquée à l'ensemble du collectif? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs questions dans votre question. Moi, l'inconscient collectif, je suis un peu réservé sur cette notion. Oui, c'est un concept. Disons qu'en tout cas, la peur, c'est une émotion morale inscrite dans la culture. Depuis toujours, on sait que, voyez, si vous prenez par exemple l'émergence de la religion ou de l'État, ça repose sur la peur, sur une émotion morale qui est la peur de mourir. C'est Hobbes, la guerre de tous contre tous. Bon, il faut un État où il faut des raids de manière à pouvoir m'assurer que je ne serai pas tué par l'autre. Donc, si vous voulez, il faut quelque chose qui permette de la régulation. Bon. Donc la peur, elle est légitimement une émotion politique qui participe à la constitution des institutions, que ce soit des institutions culturelles, religieuses ou politiques. Donc c'est pas en soi, si vous voulez, un problème. C'est normal d'une certaine manière. Là, je dirais presque à la manière de Jacques Lacan que qu'est-ce qui fait qu'on fait une psychanalyse si ce n'est la peur. La peur est une émotion politique. Elle participe d'une certaine manière à la construction des institutions sociales, religieuses, culturelles, politiques, etc. Donc c'est absolument pas un problème. C'est comment voulez-vous ne pas avoir peur pour aller très vite. Alors maintenant, je crois surtout que la peur, elle est aussi utilisée par le pouvoir politique lorsque, en particulier, il n'a plus les moyens d'obtenir la confiance et l'adhésion des citoyens. Alors effectivement, il y a une politique de la peur qui est déjà instituée depuis un certain nombre de décennies dans la plupart des pays européens, mais pas que dans les pays européens bien évidemment, ou les pays occidentaux, mais pas que dans ces pays occidentaux bien évidemment, dans la mesure où il y a un déficit de l'autorité. Un déficit du crédit que l'on peut accorder à la parole justement des gouvernants. Et si vous prenez par exemple le problème concernant la manière dont on a traité l'émergence de l'épidémie de Covid en France, par exemple, on voit bien comment la parole de l'État, la parole d'autorité, n'est-ce pas, elle n'a plus été fiable. C'est-à-dire qu'on a assisté à des mensonges sur les masques, on a assisté à des déclarations absurdes disant que les masques, on avait suffisamment de masques, alors qu'on savait qu'on n'avait pas suffisamment de masques parce que, bien que Jérôme Salomon ait alerté la ministre Agnès Buzyn, rien n'avait été fait pour renouveler le stock de masques, et même la parole de l'autorité de l'État n'avait pas été tenu. Marisol Touraine n'avait pas tenu le contrat qui avait été passé avec les différentes sociétés de fabrique des masques. Ensuite, on nous a dit que le masque était dangereux, puis que le masque était valable que pour ceux qui étaient malades, pour finalement imposer le masque partout. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme, je dirais, un parent qui dit tout et n'importe quoi à son enfant. Comment voulez-vous qu'ensuite il puisse le croire? Je ne dis pas que les citoyens sont des enfants qui devraient se soumettre à l'autorité d'un gouvernement parental, bien évidemment, mais ça veut dire en tout cas qu'à partir du moment, si vous voulez, où la parole est en faillite, à partir de ce moment-là, il ne reste plus que quelque chose, c'est l'imposer au nom justement de normes, au nom de soi-disant de bien-être, de sécurité, etc. Donc ce que l'on sait, pour faire vite en un mot, c'est que lorsque l'autorité est en déclin, c'est le pouvoir normatif qui s'accroît. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir normatif? La norme, dit le philosophe Georges Canguilhem, c'est l'ensemble des contraintes imposées à des existences. Et donc il va de soi qu'à partir du moment où vous n'avez plus, vous voyez, le problème il est là, où vous n'avez plus la confiance des citoyens, il faut leur imposer, en quelque sorte, des contraintes. Et c'est ce qui s'est produit, et qui d'une certaine manière est une catastrophe, parce que justement ce que montrent bien les épidémies, et là-dessus en 1933, Charles Nicolle, microbiologiste célèbre, grand patron de l'infectiologie, met en évidence, il y a une déclaration, je ne peux pas vous la donner comme ça, mais de mémoire, qui dit que ce que lui a appris les épidémies, c'est que les hommes sont frères et solidaires. Ils sont frères dans la mesure où justement ils sont
chacun exposé à la contagion, et ils se contaminent, et ils sont solidaires dans la mesure où ils ne peuvent s'en sortir qu'ensemble, c'est-à-dire qu'en prenant les moyens de s'en sortir, et il dit d'ailleurs non seulement, et ça c'est intéressant parce que c'est non seulement entre les humains, mais c'est solidaire du vivant. C'est-à-dire il dit nous sommes aussi solidaires des animaux, quels que soient nos sentiments par rapport à eux, et surtout des animaux domestiques qui sont ceux avec lesquels nous vivons. Or, comme vous le savez, les épidémies proviennent des zoonoses, c'est-à-dire des maladies, justement, que nous transmettent les animaux domestiques, dès lors qu'ils sont, justement, en proximité des animaux sauvages. Et les animaux d'élevage aussi. Bien sûr, et les animaux d'élevage, bien sûr, mais justement, ce qui est extrêmement important, vous voyez, mais là, il nous faudrait quasiment 3 heures pour développer ce point, c'est qu'il faut bien voir que c'est comme si nous avions fait toutes les erreurs, mais pas que le gouvernement français, pas que le gouvernement européen. Au niveau de la planète, on a fait prévaloir l'intérêt des échanges commerciaux et économiques sur la sécurité sociale et sanitaire des populations. Et donc, à partir de ce moment-là, les gouvernements se sont trouvés aussi pris au dépourvu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu qu'ils avaient participé à la fabrication, si vous voulez, des maladies. Pourquoi? Pour faire vite et pour faire simple. Premièrement, d'abord, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'au niveau du conseil scientifique mis en place par Macron contre l'épidémie, d'une certaine manière, on voit bien qu'il met dans le coup quasiment que des médecins, infectiologues, en tout cas que des médecins, et il oublie la dimension historique, il oublie la dimension sociologique. Il a été ajouté sur le tard, un sociologue et je crois une pédopsychiatre. Ou quelque chose. Oui, non mais c'est très gentil tout ça, mais l'essentiel n'est pas là, parce que l'essentiel c'était l'histoire des épidémies, l'essentiel c'était la sociologie des épidémies, l'essentiel c'était la littérature même la science-fiction, parce que Bill Clinton, c'est pas les experts qui vont lui apprendre que le danger c'est pas le nucléaire, mais c'est le retour de maladies infectieuses. C'est encore une fois l'affaire Cobra. C'est Richard Preston, qui est un auteur de science-fiction, qui met la puce à l'oreille. Et là aussi, le mépris dans lequel aujourd'hui nous tenons les humanités, le mépris dans lequel aujourd'hui nous tenons les œuvres de fiction, le mépris dans lequel nous tenons, si vous voulez, l'histoire, la philosophie, la sociologie et la psychanalyse, par exemple, attestent des dommages que cela peut porter face à quelque chose d'aussi concret que la maladie infectieuse. Donc pour vous qui êtes un camusien, tout le monde aurait dû relire La Peste l'année dernière parmi les dirigeants au lieu de river sur les chiffres. Bien sûr, ils ont sûrement relu La Peste, mais ils auraient dû la lire bien avant. Et si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'ils auraient dû aussi lire des ouvrages d'histoire des épidémies. Et ils auraient à ce moment-là appris que les changements de civilisation sont toujours dans l'histoire de l'humanité accompagnés de l'émergence des épidémies ou du retour des maladies infectieuses. C'est-à-dire que ça commence au néolithique. Lorsque l'humain cesse d'être un chasseur-cueilleur et qu'il se sédentarise et qu'il se met justement à élever des animaux, à partir de ce moment-là, cette sédentarisation, elle va s'accompagner d'une flambée épidémique. Lorsque, si vous voulez, on va faire vite et simple, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a des guerres entre les différentes cités grecques, ou lorsqu'il y a des guerres entre les cités grecques et puis les armées asiatiques, etc., le mouvement des hommes déclenche des épidémies. Et c'est la fameuse peste à Athènes dont parle Thucydide, etc. On peut continuer, c'est-à-dire qu'ensuite je vous ai évoqué les travaux de Kiel Harper sur la chute de l'Empire romain. Ce sont les épidémies, et c'est le problème climatique qui est la cause de l'effondrement de Rome. C'est pas du tout les barbares, c'est tout à fait bidon ça. Ils sont venus se rajouter à cela, quoi. C'est plus que ça, c'est-à-dire que pour faire vite, pour faire simple, l'urbanisation de Rome en fait un foyer épidémique. C'est-à-dire que, pour être très simple, les changements de nos modes de vie sont forcément accompagnés de l'apparition ou de la réactivation
de microbes. Vous prenez ensuite, je vais juste vous donner rapidement un exemple, vous prenez par exemple les guerres, vous prenez, si vous voulez, la colonisation, vous prenez le 15e, 16e siècle, etc. Il va de soi que c'est pareil, les peuples amérindiens sont moins exterminés par les armées européennes que par les microbes que justement ces armées amènent. 1918, la grande peste de 1918, qu'on appelait la grippe espagnole, qui est sans doute une grippe H1N1, eh bien si vous voulez, c'est pareil. C'est justement, en gros, chaque fois que les hommes se transportent, chaque fois qu'ils transportent des marchandises, comme effectivement l'histoire de la peste ou 1720 à Marseille, eh bien il y a des épidémies. C'est-à-dire que le progrès apparemment technique et économique s'accompagne en même temps d'une modification de l'environnement liée, corrélée à la modification dans les manières de vivre et qui, encore une fois, font des microbes les témoins de cette évolution. Ouais. Et vous prenez le 19e siècle, New York, 1838-1842, vous avez une épidémie de choléra. Pourquoi? Parce que le choléra se transporte plus vite du continent européen en bateau en moteur qu'avant, quand il fallait y aller à la voile, n'est-ce pas? Et vous imaginez qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de plusieurs semaines ou de plusieurs mois pour aller d'un continent à l'autre avec les avions. Les marchandises, comme les humains, se transportent très vite et transportent d'autant plus vite les microbes. Et là encore, si vous prenez par exemple l'épidémie de choléra à New York, donc au 19e siècle, on voit bien la contrainte entre les intérêts économiques, les intérêts commerciaux et les intérêts sanitaires. C'est-à-dire que, par exemple, la distribution de l'eau, à un moment donné, on se pose la question de savoir si on ne faudrait pas faire passer des canalisations par ailleurs, mais ça coûte cher. Alors on ne le fait pas. Et on entretient l'épidémie. Ce qui fait d'ailleurs que ça coûte beaucoup plus cher. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que, d'une certaine manière, l'immense responsabilité des politiques a été de ne pas considérer que l'externalisation, par exemple, dans la fabrique des bouteilles d'oxygène, dans la fabrique des réactifs de test, dans la fabrique des médicaments, cette externalisation pour répondre à des exigences de concurrence qui permettaient d'avoir des moins-disants sociaux, c'est-à-dire ça coûte moins cher pour aller très vite, on les fait fabriquer en Chine ou en Inde, allait nous coûter beaucoup plus cher. Et le fameux quoi qu'il en coûte n'est que l'aveu, d'une certaine façon, n'est que l'aveu de cet échec à avoir pris préalablement aux maladies, au retour des maladies, les mesures qui s'imposaient. Donc si vous voulez, ça révèle autre chose aussi que je développe beaucoup dans le livre, c'est que nous sommes en quelque sorte prisonniers d'une pensée, d'une rentabilité à court terme. Ouais. Et donc l'épidémie, en fin de compte, elle nous coûtera beaucoup plus cher que nous aurait coûté, en quelque sorte, une protection sociale et sanitaire des populations, en acceptant de conserver notre souveraineté nationale sanitaire et en faisant, par exemple, fabriquer les médicaments, les bouteilles d'oxygène, les masques et autres dans chaque pays. Par exemple. Oui, mais c'est un point qui est essentiel et qui rejoint la question que j'ai pas eu le temps de trop développer de Marc Bloch. C'est-à-dire que c'est pas le virus qui est en lui-même toxique, c'est nous qui lui avons permis de se propager. En laissant un terrain. Et qui, d'abord en le transportant, pour commencer. C'est-à-dire que nous n'avons pas pris des mesures de quarantaine et autres qui s'imposaient. Vous savez, vous lisez les journaux de 1840, des années 1840 à New York, et vous voyez la tyrannie, le despotisme de la quarantaine, la tyrannie sanitaire. Enfin, on a l'impression, on les met aujourd'hui, et vous avez la même chose sur les gestes barrières ou le vaccin. Ouais. Alors, au printemps 2020, Emmanuel Macron, dans une de ses allocutions, déclarait ce qui nous guide et continuera de nous guider dans cette épidémie, c'est la confiance dans la science, c'est d'écouter celles et ceux qui savent. Alors, est-ce que, là aussi, la science, ou plus largement le progrès, a subi, en tant que croyance peut-être ancrée à l'excès depuis le 19e siècle, a subi aussi une étrange défaite, au même titre que, par exemple, un certain économisme à courte vue que vous dénonciez justement pour le manque de matériel?
Alors là encore, il nous faudrait 3 heures, vous savez. Mais pour aller vite, ce dont vous me parlez, c'est de l'idée de progrès. Oui, vous citez Baudelaire qui dit voilà. la croyance dans le progrès est un dogme paresseux. Est une doctrine de paresseux. Alors, on pourrait citer aussi Adorno, le sociologue et philosophe de l'école de Francfort, Théodore Adorno, qui disait il faut défendre le progrès contre l'idéologie du progrès. Ouais. C'est-à-dire que, si vous voulez, le développement des techniques, des sciences et de l'industrie sont des choses formidables. Il faut absolument le reconnaître. Mais la croyance que ce développement des sciences, des techniques et de l'industrie va amener la sagesse à le bonheur est une idéologie criminelle, d'une certaine manière. Et d'autant plus criminelle si on pense qu'elle se fait naturellement, sans choix politique, c'est-à-dire sans détermination humaine à prendre les décisions qui conviennent. C'est ça le problème majeur. C'est-à-dire, si vous voulez, et ça c'est vraiment, alors, tout le travail du philosophe Walter Benjamin est là-dessus. C'est-à-dire, on voit très bien qu'il y a, comment dire, une espèce de disruption entre le niveau de développement technique, scientifique et industriel des sociétés humaines et leur capacité à progresser dans la sagesse, dans la démocratie, dans la justice. Si vous voulez, le slogan qui illustre le mieux le dogme sur lequel reposent nos sociétés essentiellement occidentales et essentiellement, on va dire, européennes et états-uniennes, pour aller très vite, c'est le slogan de l'exposition universelle de Chicago en 1933, la science trouve, l'industrie applique et l'homme s'adapte. C'est terrifiant. C'est une pensée dont je dirais que qu'elle ait lieu en 1933 n'est pas anodin. Voilà, montre justement à quel point elle est quelque part en prise avec les régimes totalitaires de l'époque, qu'il s'agisse du nazisme, du fascisme ou du stalinisme. Non, il faut défendre le progrès contre la séduction, l'idéologie d'un progrès qui serait naturel des sciences et des techniques. Et d'ailleurs, l'éthique naît, comme vous le savez, à Nuremberg, n'est-ce pas, de ce constat que si vous laissez les scientifiques faire sans idée régulatrice morale et sociale, ils peuvent à ce moment-là faire n'importe quoi. Une monstruosité Et ce qui a pu se produire au moment de la Shoah, au moment des crimes nazis, vous savez qu'à Nuremberg, à un moment donné, quand on dit aux 13 médecins criminels nazis, mais ce que vous faites est absolument, ce que vous avez fait est absolument abominable, etc., ils disent, mais nous, on n'a rien fait d'autre que de passer du paradigme animal au paradigme humain, ce que l'on fait toujours en médecine lorsqu'on veut faire de l'expérimentation. Et là, il y a un moment donné où, justement, si vous voulez, les jurés sont troublés. Ils se demandent, alors, quelle est la différence? Parce que, bien sûr, ils font état des expérimentations sur l'homme que l'on fait dans les prisons, que l'on fait aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, etc. Et là, la question se pose, mais c'est quoi la différence? C'est quoi les différences entre une expérimentation médicale justifiée dans une démocratie qui respecte l'humain et puis l'expérimentation médicale criminelle nazie qui finalement transforme l'humain en matériau comme un autre? Et là naît à ce moment-là les lois éthiques et notamment la notion de consentement. Libre et éclairé. Voilà. C'est ce point qui est extrêmement important. Le problème, à mon avis, il est là, et notre défaite, puisque vous parliez de Marc Bloch, notre défaite essentielle est une défaite dans la confiance que l'on pouvait avoir dans le gouvernement démocratique des humains, dans nos sociétés, et aussi parce que nous pensions qu'en gros, il suffisait de commercer ensemble pour non seulement réduire les inégalités sociales, ce qui est une absurdité comme nous le savons maintenant, n'est-ce pas, mais qui plus est, permettre aux gens de mieux vivre et d'être heureux. Nous avions simplement oublié, n'est-ce pas, d'être sages. Le problème, il est là. Et aujourd'hui, comme vous le savez, n'est-ce pas, lorsque nous continuons au niveau de l'Antarctique à creuser dans le sol, n'est-ce pas, dans le phénomène du permafrost, c'est-à-dire que nous libérons des centaines de milliers de virus ou de bactéries, et comme vous le savez, récemment encore, il y a un enfant de 12 ans qui est mort parce que contaminé par de l'anthrax en lien avec un cadavre de reine en cours de décongélation. C'est-à-dire que nous fabriquons
nos maladies. Faut pas, le virus, c'est pas l'ennemi. Lorsque Macron a déclaré nous avons un ennemi, etc., c'est une absurdité. C'est très rassurant de penser que nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi, ça veut dire qu'on sait où il est et que finalement on peut le détruire. C'est pas ça. Le principal ennemi, c'est aussi nous-mêmes, qui ne nous sommes pas dotés des moyens suffisants pour nous préparer aux catastrophes que nous fabriquions en changeant nos modes de vie. Alors bien sûr, après il reste la peur. Bah, c'est normal, c'est normal. Vous avez vu. Regardez à quel point la Covid, comme la plupart des épidémies, d'ailleurs on y reviendra, mais j'espère comme la Covid, ont révélé la vérité ou le mensonge des déclarations politiques. Ouais. L'Union européenne, on fait la morale à l'Italie, qui se dote d'un gouvernement dans lequel il y a un abominable fasciste, etc. Je ne dis pas qu'il n'est pas, c'est un autre problème. Et puis, quand le virus flambe, on laisse les villes du Nord, Bologne, Parme, etc., des villes auxquelles je suis par ailleurs personnellement très attaché, n'est-ce pas? On les laisse crever sans les aider, et là, il y a un repli national qui se fait. C'est-à-dire que l'Europe, c'est bien beau pour le commerce, mais à partir du moment où les populations commencent à paniquer, chaque nation essaie de se protéger elle-même aux dépens des autres. Les Américains, c'est les pires, comme vous le savez, ils vont négocier sur le tarmac pour essayer de piquer des masques ou de piquer des bouteilles d'oxygène. Mais au moins, c'est assumé. Ils revendiquent leur intérêt national. On peut juger ça. Oui, voilà, dire par là, c'est une perversion sociale obscène, mais affichée, quoi. Mais oui, voilà. Oui, assumée. Oui. Mais ils ne se sont pas gargarisés comme certains de l'Union européenne d'une solidarité introuvable. Oui, oui, bien sûr. Enfin, mais l'obscénité n'est quand même pas une vertu. N'est pas excusable en soi. Oui. Je voudrais juste revenir un petit mot sur la science. Beaucoup s'en sont réclamés, beaucoup l'ont abîmé en l'invoquant à tort et à travers, peut-être. Les politiques l'ont utilisé, instrumentalisé, et s'y sont peut-être parfois aveuglément fiés en la prenant pour ce qu'elle n'était pas. Est-ce que une forme de scientisme du 19e siècle, enfin en tout cas qui a peut-être culminé quand vous dites qu'on n'a plus les outils aujourd'hui théoriques pour saisir la complexité du monde, est-ce que vous incluez là-dedans le scientisme, ou peut-être avez-vous un terme plus précis? Alors c'est compliqué, là aussi il nous faudrait, Humbert, je suis désolé, mais il nous faudrait 3 heures pour pouvoir déplier tout ça. D'abord, la confiance dans les sciences, elle est, chez les politiques, à responsabilité limitée à leur avantage immédiat. Oui. Je m'explique. Lorsque Bruno Canard, directeur de recherche de virologie, réclame de l'argent, comme vous savez, pour obtenir un microscope, il ne l'obtient pas. Arrive la Covid, et là, les millions se débloquent, comme si, ce qui montre la bêtise des politiques, comme si finalement la temporalité de la recherche pouvait être au même niveau que la temporalité nécessaire à l'action politique. Il va de soi que travailler sur des virus, travailler sur n'importe quel objet scientifique, ça demande des années. Or, aujourd'hui, la recherche est démolie, comme l'école, comme l'université, comme les hôpitaux, parce que soumis à une matrice d'intelligibilité centrée sur la rentabilité immédiate et sur les chiffres à court terme. C'est la logique néo-managériale dont je parle beaucoup, dont nous n'avons pas parlé aujourd'hui. Mais donc, pensez, par exemple, qu'il va suffire de donner des millions maintenant aux chercheurs pour que scientifiquement ils trouvent quelque chose est totalement absurde dans la mesure où il faut du temps pour faire de la recherche. Et on peut pas non plus, si vous voulez, mettre des œillères sur l'action immédiate. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est cela qui est terrible. D'ailleurs, vous prenez l'histoire des vaccins ARN, etc. Ça faisait des décennies qu'on travaillait sur l'ARN, mais il n'y avait pas de financement ad hoc. Et on pourrait démultiplier les exemples comme ça. C'est-à-dire que, oui, j'ai eu des responsabilités assez importantes au niveau de l'université. J'ai vu la manière dont ça imposait une espèce d'idéologie où pour pouvoir obtenir des financements, il fallait transformer nos projets de recherche en réponse à des appels d'offres. Et ça marche pas. Ça ne marche absolument pas. Alors, donc ça c'est d'une certaine manière les conséquences d'une mauvaise conception de ce qu'est la recherche, l'enseignement, l'éducation, la justice, l'information, etc. Si vous voulez, c'est comme dans votre métier, la logique d'audimat.
si on considère que la meilleure des émissions, c'est celle qui va vous apporter le maximum de spectateurs ou de lecteurs, alors c'est Berlusconi qui est le meilleur des journalistes. C'est pas la RAI, c'est pas, bien sûr, les journalistes sérieux qui vont sur le terrain. Vous voyez, Cyril Hanouna en France. c'est ce qu'on appelle la société du spectacle. Alors, l'autre point, le deuxième point, c'est qu'effectivement, les sciences ont été ensuite utilisées d'une certaine manière, n'est-ce pas, dans une espèce de logique du spectacle, et en essayant de faire croire aux populations que parce qu'on s'entoure d'un conseil scientifique, alors vraiment c'est l'équivalent d'un conseil de guerre et qu'on va pouvoir vaincre l'ennemi. Et là, effectivement, vous avez raison, on retrouve l'idéologie scientiste qui est née en même temps que le développement économique et technique à la fin du XIXe siècle. Et c'est pareil, c'est de ces astres morts, justement, que nous continuons à être éclairés, sans nous rendre compte que ce dont nous avons le plus besoin dans une société lorsqu'elle est face à des défis environnementaux, c'est d'une part d'une véritable solidarité sociale et d'autre part de conditions, de possibilités de penser et de décider ensemble. Et si vous prenez aujourd'hui toutes les réactions qu'il y a par rapport aux mesures gouvernementales, n'est-ce pas, vous allez dire qu'ils jouent sur la peur, mais les gestes barrières, la vaccination, etc., n'est-ce pas, le problème majeur, c'est pas, encore une fois, que ces mesures ne sont pas justifiées. De mon point de vue, elles sont justifiées. Je l'assume pleinement. Mais c'est parce qu'elles ont été, en quelque sorte, prescrites de telle manière qu'elles ont suscité la même méfiance légitime de par ce qui avait pu se produire auparavant quant aux mensonges d'État ou quant à ces omissions criminelles d'information. Je crois que c'est cela qui est important. Et vous savez aussi que je me réfère beaucoup à Michel Foucault. Foucault dit que si vous voulez connaître la nature d'un pouvoir, il faut analyser les formes qui y résistent. Eh bien, si vous voulez connaître la nature du pouvoir macronien, qui à mon avis est un libéralisme autoritaire, au sens de Carl Schmitt, eh bien, à ce moment-là, il faut analyser les formes qui résistent et la manière dont les gens aujourd'hui peuvent se mettre en danger ou mettre en danger les autres en refusant la vaccination ou en refusant les mesures barrières, eh bien, s'avère en quelque sorte homogène, congruente avec la manière dont on la leur imposée, sans avoir le courage d'une parole d'autorité qui rend ces mesures obligatoires, comme ça a été le cas pour la variole ou pour d'autres vaccinations, n'est-ce pas, et en essayant de les manipuler par de l'économie comportementale, on appelle ça les nudges. C'est l'objet de votre livre à paraître. C'est l'objet de mon livre à paraître en janvier. C'est une démocratie des nudges, c'est une démocratie des coups de coude, c'est-à-dire qu'on conditionne les gens, et à force de les prendre pour des imbéciles, ils se révoltent légitimement pour le coup. Pour conclure, je voudrais évoquer avec vous la suite de cet effondrement. Vous en dressez vous en donnez quelques jalons dans ce livre. Il y a eu beaucoup de conjectures sur le monde d'après. Et puis on est toujours pas sorti du Covid, que déjà plus grand monde ne croit à un monde d'après utopique. Vous, qu'est-ce que vous essayez de tracer comme sillon pour qu'on puisse retrouver un cadre conceptuel ou des utopies adaptées à notre époque qui puissent au moins nous guider? Quelles sont vos pistes en la matière? Alors écoutez, très rapidement, le premier point, c'est que le monde d'après ressemble terriblement au monde d'avant en pire. Vous n'avez qu'à regarder les projets de réforme gouvernementaux au niveau de la santé, par exemple, avec les psychologues, au niveau de l'éducation avec Jean-Michel Blanquer, et vous verrez, c'est pire qu'avant. Ouais. C'est pas uniquement, je dirais, imputable aux politiques, c'est aussi l'état moral d'une société où les gens aujourd'hui ne demandent qu'une chose, profiter. C'est le mot que vous entendez, vous regardez, vous allumez votre radio ou la télé, c'est on veut profiter. Ouais. On veut tourner la page. Eh ben non. Enjoy Coca-Cola. Ben oui. Ben non, parce que justement, il s'est produit quelque chose qui est quand même assez dramatique. Il s'agit donc de tirer la leçon de l'expérience, c'est-à-dire d'analyser ce qui s'est passé. D'analyser qu'est-ce qui a foiré dans cette affaire. Qu'est-ce qui fait que nous étions si peu préparés à assumer
cet effondrement des sociétés, pour parler comme l'anthropologue Jared Diamond, qui montre bien ça, justement, qu'il y a des sociétés qui survivent parce qu'elles se préparent au choc de l'environnement, et d'autres qui déclinent, voire qui disparaissent, parce qu'elles ne s'y préparent pas. Donc il faut revoir la copie. Revoir la copie, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, vous avez raison, je parle de révolution symbolique. Comme vous savez, ce terme vient du sociologue Bourdieu, qui dit que, qu'est-ce que c'est une révolution symbolique? Il dit que c'est comparable à une conversion religieuse, c'est-à-dire un changement dans la manière de croire, dans la manière d'avoir confiance dans le monde. Je crois que c'est cela qu'il faut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions réfléchir ensemble à réinventer la démocratie. Une démocratie qui nous permette de penser et qui, encore une fois, ne saurait se réduire à la représentation parlementaire ou sénatoriale, qui ne sont que le spectacle d'une démocratie dégénérée. C'est pas du tout ça. Il s'agit en quelque sorte aujourd'hui de redonner la capacité de penser. Vous savez, je commence par Hannah Arendt, si vous vous souvenez, qui dit qu'est-ce qui permet de distinguer le bien du mal? C'est la capacité de penser. Eichmann était pris dans une manière administrative de raisonner, et donc il n'y avait pas de pensée. Et pour distinguer le bien du mal, il faut donner aux humains des conditions permettant de réfléchir et de penser. C'est pas du tout ce que fait le ministre de l'Éducation nationale, il fait exactement l'inverse. Hein. Bon, soyons très clairs. Ça veut dire que, par exemple, très concrètement, au lieu de diminuer la part de la philosophie, de la part des sciences humaines et des sciences sociales dans la formation du citoyen, il faut l'accroître. Peut-être changer d'ailleurs la manière d'enseigner, changer la manière de faire participer les gens à une réflexion collective. Et pour moi, pour conclure, pour moi, si vous voulez, deux choses sont importantes. La première, c'est incontestablement de redonner aux professionnels les conditions qui leur permettent justement d'accomplir leur métier. Arrêter, il faut casser ces modes d'évaluation qui ne sont que des dispositifs de soumission sociale, des fabriques de servitude volontaires, n'est-ce pas? Que ce soit la tarification à l'activité à l'hôpital, que ce soit les impact factors dans la recherche à l'université, que ce soit les logiques d'audimat dans votre domaine, etc. Il faut casser cette manière de considérer que la valeur n'est que une quantité conçue comme la qualité ne serait qu'une propriété émergente d'un chiffre ou d'une quantité. Il faut casser les scores, ça suffit. Il faut évaluer autrement. Pour ça, il faut redonner aux professionnels les moyens de faire leur boulot. Regardez les soignants, ils ont fait leur boulot. Dès qu'ils ont été débarrassés de la tutelle, justement, des gestionnaires d'hôpitaux, dès qu'ils ont été débarrassés des tutelles, si vous voulez, des tyrannies administratives, ils ont fait leur boulot. Il faut donc redonner, en quelque sorte, au service public en particulier, mais les moyens de faire son travail, au lieu d'essayer à tout prix de le faire copuler avec les valeurs du privé qui nous ont mis dans le mur dans différents domaines, notamment celui de la recherche, de l'éducation, de la justice, etc. Et le deuxième point, je crois qu'il faut arrêter de croire que tout est technique, que tout est économique. Mon ami Bernard Maris, qui a été assassiné, comme vous le savez, à Charlie Hebdo, disait il faut se méfier de la secte des économistes parce qu'ils sont pris dans un économisme, c'est-à-dire une idéologie. Ça ne veut pas dire que ce soit de l'économie. La preuve, c'est que ça nous coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de ne pas avoir pris les précautions préalablement à l'émergence de l'épidémie. Et pour ça, je crois, et c'est un point très important, qu'on retrouve aussi chez Marc Bloch, lorsqu'il parle de l'honnêteté du métier, par exemple, de l'honnêteté de faire son métier, l'héroïsme, c'est ça, dit-il. Il y a pas, c'est pas un acte exceptionnel. Si les militaires ont fait leur métier. Voilà. On continue à faire son métier. Donc, quand on est soldat, on fait son métier comme quand on était instituteur, ou comme quand on était agriculteur, ou comme quand on était, encore une fois, boucher, etc. Et il faut, par conséquent, aussi considérer que il y a des choses qui paraissent inutiles parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'elles ne rapportent pas de l'argent, parce qu'elles ne produisent pas du profit, et pourtant elles sont essentielles. Elles sont essentielles à la formation critique du citoyen, et c'est par exemple le cas des œuvres de fiction, dont je vous rappelle encore une fois, c'est très important que Bill Clinton, il a été éclairé par un roman de science-fiction et non pas par ses experts. Donc, pour terminer, je dirais à la manière de Benjamin qu'il faut que nous puissions créer de nouvelles utopies en nous inspirant des fictions, des récits, des manières de penser, de parler ensemble, pour peut-être penser, n'est-ce pas, à ce que toute situation contient d'inédit pour le futur. Et il faut, dit Benjamin, il nous faut pouvoir dépasser la négativité du monde
par le désespoir de notre imagination. Dépasser la négativité du monde par le désespoir de notre imagination. Merci beaucoup, Roland Gori, de nous avoir accordé cet entretien essentiel. Merci beaucoup de nous avoir aidé à penser l'effondrement qui avait déjà eu lieu et l'étrange défaite de nos croyances, donc aux éditions des Liens qui libèrent. Je rappelle aussi que vous avez un film qui est déjà disponible en DVD, mais qui sortira en salle l'année prochaine, qui s'appelle Une époque sans esprit et qui revient donc sur votre œuvre, vos œuvres, en donnant la parole à vos éditeurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.